to you. Bienvenue mes amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Monsieur 100 000, Ali de Catch Club, de Monsieur 12, Christophe de Ajus et bien sûr des pops de Ali de Catch Club. Ça va les pops? Oui, ça va. Ah mais c'est la chanson toutes les semaines alors. Non, on peut aussi arrêter de chanter. Mais on aime la vie, on aime cet été pluvieux, on aime être humide. Il n'y avait pas de sous-entendu, on aime juste être mouillé, on aime jouer avec l'eau, on aime la vie. Vous l'avez déjà dit, franchement, vous avez rien de plus à dire? Si, c'est quand qui vient, Mistrange? Je sais pas, je sais même pas de qui vous parlez. Ah, fais pas l'innocent, Christophe. Tu n'es plus le commentateur numéro 1, tu ne l'as jamais été. D'abord c'était Chéreau avant, maintenant c'est plus lui ni toi, puis c'est que Mistrange et son copain. Merci. De rien. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je commence à en avoir marre déjà de ces remises en question. Alors bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche. Il faudra qu'on invite Alain peut-être un jour, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont peut-être pas tout d'amis et qui se demandent mais il est en feud avec qui depuis des semaines? Il n'est pas en feud, c'est visiblement tes pop ont pour l'amour facile. C'est le mot mot pas difficile en tout cas, ça c'est sûr. On démarre avec un joyeux anniversaire à la NWO, mesdames et messieurs, c'était hier, donc hier le 7 juillet 2021. Oui, Kevin parce Nash. que pas hier... Hier quand on a tourné. Voilà, parce que les gens Avant-hier, les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent? par rapport au moment où c'est posté. Tout à fait. On a Kevin Nash qui a posté différents messages, Hulk Hogan aussi. J'ai moins vu les messages de Scott Hall, si je dis pas de bêtises. Ah, je n'ai rien vu. D'accord. Personnellement, D'accord. je n'étais... Ben non, mais je n'étais pas sur les réseaux, je suis passé totalement à côté. 25 ans, c'est ça? On en est là déjà. Dur. 96, bien sûr, le Bachat de Beach. Je voulais quand même dire que la NWO disponible sur la chaîne Amazon, enfin pas la chaîne Amazon, mais la boutique Amazon de la WWE, ce très joli hoodie, en tout cas moi je l'aime beaucoup, j'aime le porter, je trouve qu'il est doux, bon il met pas forcément en valeur mes nouvelles formes d'ancien nouveau gros, mais bon, je fais avec, je fais ce que je peux. Ah, moi je suis un gamin avec la NWO, dès qu'il y a un petit truc NWO, il me le faut. J'ai le t-shirt, j'ai le pull, il me fallait toutes les pop spéciales NWO. Là dans les cartes Slam Attack cette année, celle que je voulais absolument c'était la John Cena NWO. Je l'ai eu, j'ai popé, c'est bon, je suis content. Il a popé. Ah j'ai popé. Mais non, vive la NWO. Pop, 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 comme dirait un célèbre youtubeur. Vive la NWO tout simplement. Ce qui est marrant juste c'est que la semaine dernière on a eu un petit repas avec la team de Wrestling Clinic. Et on a parlé rapidement de la NWO et directement Dimitri et Yann sont retournés vers nous, ils nous ont dit les gars mais comme c'était à chier parce qu'ils se refont tous les Raw actuellement et ils nous moi c'est vrai que j'ai jamais regardé la plupart des Raw de 97 à 2000 vu que je les avais matés quand j'étais petit. Oui alors bon en l'occurrence ils regardent aussi les Nitro. Ils regardent, enfin je veux dire les Nitro oui. Non, mais ils font les deux. Et du coup oui ils disent que quand tu les regardes 25 ans plus tard c'était quand même compliqué parce qu'en fait la plupart du temps c'était la NWO bis. Les Adams, les Virgil, les Norton, les Bagwell, etc. Et encore, nous à l'époque, on ne se tapait que 45 minutes d'émission, mais c'était mythique. Le meilleur. Bon, moi j'étais en fin d'adolescence, 17-18 ans, lui il avait la déjà retraite. 10 ans. Non mais c'était quelque chose de nouveau, d'inédit. On est passé de la WWE, moi je ne connaissais que ça, je n'avais rien aperçu d'autre avant que Canal+ décide d'acheter la WCW. Et tout d'un coup, c'était tout autre chose. Ça paraissait vraiment le jour et la nuit. Et donc, c'était extrêmement divertissant à suivre parce que c'était fait de manière totalement différente. Donc, voilà. Bon, écoutez, si vous ne connaissez pas la NWO, je vous invite, pourquoi pas, à vous abonner à Wrestling Clinic et suivre avec eux la guerre des lundis soirs, la Monday Night War, entre Nitro et Raw notamment. Et voilà, je crois qu'ils font la review de tous les shows, de tous les pay-per-view, les pauvres. Enfin, cela dit, je dis ça, moi, avec Yann, qui aime bien donc faire des choses compliquées, et Alain, on se retrouve aussi tous les lundis pour la ECW, et croyez-moi, pour en avoir regardé quelques-uns d'avance, là, avant qu'on tourne. Mais bon, là, c'est autre chose. Là, c'est la joie. Là, c'est le bonheur. Là, on va, aujourd'hui, petit sommaire rapide, nous allons parler de ma présence très honorifique du côté d'Europe 1 chez mon ami Philippe Vandel, hein, on est dans les médias, je peux le dire mon ami. Présence également avec Monsieur Chéreau dans Buzz TV, le Figaro, ouais, des cookies. Et bien sûr Bercy en mai 2018 où on a eu la chance de faire quelques interviews et puis un show très sympa que tu as pu voir de tes yeux vus. Je devrais même dire voir de tes yeux bu.
J'étais en descente de WrestleMania, il fallait tout de suite que j'enchaîne. T'es en descente. Ah oui, oui, quand t'es encore un petit peu dans cette high, salut Riddle, il faut absolument... Il me fallait ce petit show, et en plus, on en parlera un petit peu plus tard, mais j'étais accompagné par une belle bande d'amis de mon école de commerce de l'époque, qui sont pas forcément grands fans de catch, Oui, mais qui ont pris du plaisir. et qui comme sont souvent. ressortis, mais conquis par le show, oh, une des meilleures soirées de notre vie. Bon, la bière a joué un rôle dans tout ça, mais c'était quand même un excellent show. Kong. Alors, repartons un petit peu dans les médias. Pour info, on s'est arrêté là en 2018. Le dernier pay-per-view qu'on avait vu, c'était donc Greatest Royal Rumble. On enchaîne Pour maintenant. notre plus grand plaisir. Tout à fait. Et on enchaîne. Alors, on revient un petit peu fin avril. On est fin avril quand je reçois un coup de fil tout à fait étonnant d'Europe 1. Oui, bonjour, je suis journaliste à Europe 1. Sachez que Philippe Vandel aimerait vous inviter dans son émission. Évidemment, j'ai dit oui. Alors, je ne me souviens plus qui était invité avec moi, mais c'était quand même un grand monsieur. Hein. C'était genre le président de quelque chose, tu vois. Ok, ouais. Genre, je sais plus si De la c'était, France. voilà, oui, voilà. Donc, ils avaient 2 Macron pour le prix d'un. Il y avait un Macron et un Macron. Après, devinez qui est qui. Non, l'un des deux, donc voilà, l'un des deux c'était moi. Et l'autre, non, je sais pas si c'était pas le directeur de la rédaction de 20 minutes ou le président de. Voilà, je ne m'en souviens plus, je suis complètement stupide et j'ai pas eu l'intelligence de vérifier, mais je l'embrasse chaleureusement, ce monsieur qui était très sympa, qui malgré son intelligence et son statut assez haut dans la hiérarchie économique, m'a quand même parlé avec respect, hein, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc c'était quand même un sacré honneur d'être invité. Bon, Europe 1, moi c'était la radio que j'avais dans mon réveil matin, je sais pas pourquoi, 103.3 en Alsace. J'avais Europe 1, donc j'écoutais beaucoup Europe 1 quand j'étais jeune, principalement le soir et le matin, puisque la journée j'étais à l'école. Mais c'est quand même une radio chère à mon cœur. Aujourd'hui, je ne l'écoute plus beaucoup, comme beaucoup de gens malheureusement. Et Philippe Vandel, il a présenté des émissions également chères à mon cœur. C'était l'adolescence, si vous voulez que je vous dise. Hein. Les cassettes s'échangeaient, pas que pour la WWE. Mais non, moi j'ai toujours beaucoup aimé Philippe Vandel. Je suis la génération Canal+, nulle part ailleurs, La Grande Famille le midi, et vraiment Pif Paf aussi, qu'il présentait sur Paris Première. J'ai toujours beaucoup aimé Philippe Vandel, outre évidemment sa présentation du journal du Hard, tous les premiers samedis du mois à l'époque. Il était dans la team Ruquier à un moment aussi, non? Ah oui, possible. Moi, je crois que je l'ai connu dans la on a team tout Ruquier, on a tout essayé sur France 2. Je Bah, je regardais regardais beaucoup ça cette émission. tous les soirs, moi, avec ma C'était mère. génial. Il y avait à l'évêque, il y avait Florence Foresti, il y avait plein Franck Dubosc, il y avait qui plein de s'est grands qui a noms. explosé dans cette émission. Stevie. Donc invitation, et en réalité, en fait, Philippe Vandel m'avait invité parce que je crois il était tombé sur la chaîne L'équipe et il s'était rendu compte que je parlais alsacien en commentant sur la chaîne Équipe. Donc ça l'avait, il s'est dit mais c'est dingue, le mec parle alsacien sur une chaîne nationale en commentant du catch, enfin vraiment c'est Camoulox quoi, Alsace, catch, Équipe. Qu'est-ce qui se passe quoi, pourquoi, quel est le rapport, comment ça se passe. Macron. Et j'avais été accompagné par ça y est, j'ai oublié son prénom aussi, mais l'attaché de presse de L'équipe à l'époque, qui était extrêmement sympa, qui aujourd'hui travaille chez Eurosport, Emmanuel Faure, je crois, qui est une attachée de presse de télévision, donc qui briefe les animateurs, qui fait un peu, qui les emmène, enfin pas qui les emmène parce qu'on s'est retrouvé sur place, mais je veux dire, voilà, elle m'a un peu briefé, manque d'expérience, hein, parce que je veux dire, à la chaîne L'équipe, ils ont des grands présentateurs et présentatrices qui sont plus habitués que moi, donc oui. Donc tu es seul? Là, je suis seul, avec elle. Ouais. Avec elle, parce que c'était pour L'équipe. Oui, ils ont Et- pas invité Florian, quoi. Non, parce que, ils se connaissent, hein, Philippe Vandel, bien sûr, et Florian Gazan. Après, je ne sais pas du tout s'ils sont amis ou pas, mais là, en l'occurrence, il m'avait invité vraiment pour le côté folie, le mec parle alsacien, il est fan de catch. Et puis, on s'était croisés à Touche pas à mon sport, bon, il s'en souvenait pas, mais il avait quand même au fond du cerveau le fait que je faisais ça depuis longtemps. Après, c'est aussi pour ça que je voulais l'évoquer, c'est que ça fait partie des rares, vraiment rares journalistes, et il y en aura un autre juste après dans quelques minutes, où tu y vas et tu sais que le mec a bossé, Ouais, bien ouais. que ce soit moi. Parce qu'il y a des journalistes, ils vont recevoir Philippe Chiraud, Christophe Ajus, ils s'en foutent. Après, si la semaine d'après, ils reçoivent Laurence Ferrari ou je ne sais pas quelle personnalité très célèbre de la télévision, ils vont bosser leur dossier. Mais Ajus et Chiraud... Philippe Vandel, non. J'ai été reçu 2 fois par lui et 2 fois,
Le mec avait travaillé son interview, il savait de quoi il allait parler, il savait pourquoi il me faisait venir. Enfin, c'était pas le gars qui a toute cette expérience de télévision et qui en a rien à foutre. Parce que franchement, c'est quand même une grande majorité, pas que des gars connus en plus. Même des petits journalistes qui, comme je vous l'ai déjà dit, se permettent ah, mais vous gagnez votre vie, comment vous payez votre loyer Vous parlez français? Oui, enfin, vous lisez des livres? Non. Ah, bah ça m'étonne pas, faut regarder du catch. Non, mais bref, la plupart sont assez condescendants et imaginent que je ne peux pas en vivre alors que ça fait 20 ans que je fais ça. Philippe Vandel, non. Philippe Vandel, il y a du respect, il y a du travail. Encore une fois, il prépare son interview et c'est toujours plaisant d'être interviewé par un mec qui ne s'intéresse pas forcément au catch, mais qui a cette curiosité que quand moi j'étais plus jeune, on m'avait vendu les journalistes comme ça. Je voulais faire une école de journalisme, on m'a dit, il faut être très curieux et tout, et ben je l'ai jamais faite parce que je me suis dit, bah, je serai jamais assez curieux. Mais en réalité, je me rends compte que je suis 10 fois plus curieux que 90% des journalistes aujourd'hui qui travaillent aujourd'hui. Voilà, un journaliste, honneur à votre peau. Vandel, c'est les matinales? Non, c'est l'après-matinale. Ça dépend. Ok. Là, je crois que c'était aux alentours de 10h, 9h30, 10h. Combien de temps le passage à peu près? Ah, c'est assez court en général, je pense 20 minutes, même pas, peut-être un quart d'heure. Son émission doit faire 1 heure, mais après, moi j'ai dû un quart d'heure à la fin. Et donc, comme tu as dit, l'attaché de presse qui est là pour te briefer, etc. Est-ce que eux, ils te donnent une fiche avec quelques points qu'ils vont traiter, ou alors par contre, c'est vraiment t'arrives et freestyle, quoi? Ah non, oui, non, Ouais, c'est ok. arrivé freestyle. Non, bah après, bon voilà. Quand je suis arrivé, il m'a salué, il m'a dit, oui, il m'a quand même dit, bah j'ai entendu l'autre jour, je suis tombé sur le catch, tu parlais alsacien, mais t'es vraiment alsacien. Enfin, c'est quoi rapidement, enfin, tu vois, en fait, tu arrives à la radio, tu, tu, tu arrives à la sécurité en bas. C'est là où je suis content quand même que Emmanuel était venu avec moi parce que voilà, c'est elle moi, je suis pas très sociable. J'ai beaucoup de mal à m'adresser aux gens. Enfin, je suis poli, je dis bonjour et tout ça, mais je suis toujours très timide quand il faut dire ouais, je suis invité et tout parce que je sais pas comment ça se passe, je le fais jamais. Alors qu'elle, elle fait ça tout le temps. Elle Allez, accompagne. bouge! Mais ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais t'es pas invité, casse-toi. Ok, bon, bah tant pis. Et donc elle, oui, voilà, bah, je suis avec Christophe Ajus, il est l'invité de Philippe Vandel, bah, très bien, patientez là, je vais appeler en haut, et vous avez quelqu'un de l'émission qui descend, vient vous chercher, et souvent c'est l'un des journalistes de l'émission qui travaille dans l'ombre. Oui, bonjour, tac, Christophe, on est heureux de vous recevoir. Là, Philippe, donc il t'amène devant le studio, la petite vitre, Philippe est en train de travailler, Philippe Vandel, en train de faire sa présentation. Il y avait l'autre invité qui était là, il a été le premier à rentrer. Philippe Vandel l'interview, toi t'es de l'autre côté de la vitre, tu attends, bon voilà. Et puis ensuite, une pub arrive, et là, la porte s'ouvre, Philippe me dit, après la pub, ça sera toi, viens, rentre, enchanté Christophe, on s'est déjà vu, désolé, je m'en souviens pas, pourtant t'as une sale gueule, Normalement, j'oublie pas les sales gueules comme la tienne. Euh, ouais, alors j'ai entendu tu parlais alsacien pendant le catch, c'est dingue. Enfin bon, alors l'équipe m'a envoyé quelques sons et tout. Donc voilà, t'inquiète pas. Puis il te rassure rapidement et puis boum, c'est parti. On enchaîne On directement enchaîne. avec WWE à Paris. Donc, le 19 mai à l'Accor Hotel Arena, le Kong. rendez-vous, le rendez-vous Ah, de je suis tous payé les par fans de Lidl. Kong. Donc c'était la Kong. WWE Live France. Je m'étais fait le petit kiff d'aller à ce show également parce que je vous avoue qu'après la semaine dernière j'avais besoin à nouveau d'une petite dose de catch. Toi de toute manière t'étais là pour bosser. Tout à Donc fait. des petites interviews. Et tout à fait, des petites interviews dans un petit hôtel. Alors j'ai oublié, comme d'habitude, l'hôtel en question. Il est assez connu des fans de catch. Je me souviens d'ailleurs quand nous étions arrivés à l'hôtel, parce que cet hôtel a la particularité d'être un hôtel. Et à sa droite, il y a à sa droite, vite fait, non mais je veux dire, il y a le bâtiment hôtel avec lobby, vous rentrez, il y a un petit bar qui fait aussi resto, vous pouvez boire un verre, manger. Et juste le bâtiment à côté, c'est toujours l'hôtel, mais il y a ces fameuses salles de réception, salles de meeting qu'ils peuvent louer pour des entreprises qui doivent faire, comment on appelle ça d'ailleurs Des conférences. des conférences, voilà, tout simplement. Et la WWE, en général, en prend une ou deux, voire parfois trois ou quatre, et ça permet de ranger quelques journalistes comme nous, d'autres journalistes d'autres médias, parfois des gens comme Ali et ses camarades youtubeurs. Et ils font venir des superstars et passent de pièce en pièce pour faire ces petites interviews, ces petits échanges avec les différents intervenants.
Et je me souviens, donc certains y étaient certainement. Moi, je me souviens, je crois que c'était cette année-là où il y avait notre ami de WWE Fan France, entre autres, hein, vraiment une dizaine, quinzaine de fans dans le lobby de l'hôtel qui attendaient gentiment. Ils avaient mis quand même une petite ficelle, entre guillemets, pour que les gens restent bien, ils respectent. Et si les catcheurs voulaient s'arrêter, prendre une photo avec eux, ben, ils s'arrêtaient. Ceux qui ne voulaient pas s'arrêter allaient droit aux ascenseurs et poursuivaient leur vie. Mais donc oui, interview sur place, donc dans une des salles de conférence. On avait eu... on s'était dit avec Philippe en amont, on va changer un peu. Qu'est-ce qu'on... On prend pas Titus. Voilà, non, Titus, je sais même plus s'il était là. Est-ce qu'il était là, Titus? Bon, en tout cas, ils nous l'ont pas envoyé. On a su en amont, c'est assez rare, ils nous ont dit qui on aurait. Parce que d'habitude, ils nous le disent pas. D'habitude, ils veulent les questions en avance, mais ils nous disent pas qui on va avoir. Donc merci, bonsoir, c'est pas facile. Et là, on nous avait dit, vous aurez Baron Corbin, vous aurez Natalia et Kevin Owens. Et on avait échangé avec Philippe en amont et on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu de différent. Et on avait eu l'idée que puisqu'ils venaient chez nous, en France, on pourrait les accueillir avec des cadeaux. Ça se fait quand vous recevez quelqu'un, les cadeaux diplomatiques, tout ça. On s'était dit, pourquoi pas leur offrir un cadeau. Ça pourrait être la base de l'interview. Ça pourrait donner des situations sympas. Et donc on était parti pour Natalia, on avait une peluche de chat, puisqu'évidemment elle aime les chats. Pour Kevin Owens, avec tous ses problèmes, Chris Jericho, Sami Zayn, on avait acheté un livre, Comment se faire des amis en 10 leçons, un truc dans le genre. Et pour Baron Corbin, là c'était une idée, l'une des plus brillantes idées de Philippe Chéreau depuis la création de Philippe Chéreau, donc 1968, une petite balise GPS. Parce qu'évidemment, il venait de perdre sa mallette. Et Chéreau avait dit, comme ça, on va lui dire, la prochaine fois, vous mettez sur la mallette, comme ça, vous pourrez retrouver, quoi. Franchement, c'est con, mais... Alors, Natalia, la peluche, rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. On s'était dit, elle va être trop contente et tout. Bon, Chéreau avait pris une peluche de chat, j'ai la photo sur Insta, un petit peu moche, quoi. Il faut être honnête, un petit peu... Elle veut du vrai chat, quoi. Elle est pas impressionnée. Non, mais vraiment, on pensait qu'on allait faire mouche, quoi. Tu vois, une peluche de chat, meuf. T'adores les chats. En plus, on va dire que c'est un chat français, tout ça. Non, rien à faire. À mon avis, c'est le truc, quand on est sorti de la pièce, on a regardé une poubelle et elle l'avait jeté dedans direct. Kevin Owens, bien sûr, il a joué dessus. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est pour drôle. Enfin voilà, ça ne pouvait pas rire par un tot. Je crois même qu'il nous jette le livre en partant et tout, il quitte l'interview. Ah, c'est sympa, mais Kevin Owens, on n'est jamais sûr si ça le fait marrer ou s'il fait vraiment la gueule. Il a un peu ce caractère-là. Après, on a été un peu plus rassurés ces derniers mois parce qu'on a eu la chance de l'interviewer 2 reprises ces derniers mois. Donc, on a vraiment vu qu'on se doutait de ce dont on se doutait un petit peu, que c'est un mec bien. Mais les premières interactions qu'on avait avec lui aux États-Unis et là à Paris, il faisait un petit peu la moue, quoi. Donc, on savait pas trop. Mais bon, là en tout cas, il en a joué. Et puis Baron Corbin, alors lui vraiment, c'était le mec vraiment super sympa. Limite, il a rigolé quoi quand il a compris la vanne. Au lieu de faire style le gars vexé, non, il en a rigolé parce qu'effectivement, il faut admettre que c'est une bonne idée de Philippe et que la vanne marche quoi. Elle marche en plus à l'international. Donc, bon après-midi, 3 petites interviews, mais quand même sympa de pouvoir faire ça quoi. Baron Corbin, qui est donc un nouveau Baron Corbin, je le rappelle pour ceux qui suivent peut-être pas SmackDown, il a perdu sa couronne, le pauvre Baron Corbin, et depuis il est dépité. Oui. Il est dépité. Il s'est fait enlever sa bagnole au dernier SmackDown. Il a perdu ses économies, des centaines de milliers de dollars d'investissement apparemment, mais attention mesdames et messieurs. Retour sur la carte, je l'ai même pas trop checké depuis avant pour être surpris. On va redécouvrir ça ensemble. Tu avais pu regarder le show ? Plus ou moins, parce que on avait... Alors, je ne sais pas s'il y avait un truc VIP cette année-là, parce qu'ils en ont pas fait... il y a un moment, ils n'en faisaient pas, et puis tout d'un coup, ils en ont fait tous les ans. Mais en tout cas, on a fait une
petite animation avec Mike Rom, on en avait parlé justement lorsque j'avais ramené mon petit cahier. Mike Rom aux États-Unis avait dit ouais, quand je viens en Europe, je veux vraiment faire un truc avec vous les gars. Bon, après on s'est rendu compte qu'il fait des trucs avec tous les gars de tous les pays. Hein, Mike Rom, on avait fait le VIP Club avec ce petit geste vraiment pourri, quoi. Enfin, vraiment, une grosse préparation technique. Mais on avait eu la chance de faire cette petite animation et donc on avait squatté dans les vestiaires. Parce que la WWE aime quand même que si vous devez, je donne un exemple, hein, vous devez participer à un truc à 21h30, bah, elle est quand même assez contente que vous soyez là à 19h20. Même si là, c'était pas le cas du tout, on n'est pas resté 2 heures, mais ça fait partie toujours de ces moments quand même privilégiés. En fait, oui, c'est clair. on se retrouve dans la Gorilla Position à Bercy. Je pense qu'on a passé une partie du show là-bas. Tu vois, on reste dans ce coin-là, on regarde le show de cet endroit-là. Il y a toujours pour moi, il y a le côté vraiment privilégié de ouf de pouvoir être un peu entre les deux. Le côté à la fois fan, mais en même temps, je fais partie du truc. Mais je crois que c'est l'une des premières fois où la WWE a commencé à changer par rapport aux organisations des live events, où elle nous fait venir que sur le devant de la scène. Fini le ring. Okay. Il fut un temps, on allait jusqu'au ring, coucou, tout ça. Maintenant, boum, on reste sur le devant de la scène et je me demande si c'était pas avant même le début du show. Parce que, en tout cas, les années suivantes, c'est avant que le show ne débute. Genre un quart d'heure avant que le show ne débute. Oui, je me rappelle très bien de votre passage à Lille, par exemple. Donc, comme tu l'as dit, c'était au niveau de l'entrée, etc., avant le show. Ce qui est assez sympa malgré tout, parce qu'en fait, vu qu'on est les premiers à rentrer, à Lille, on s'est tapé une ovation de ouf. C'est clair. C'était l'une des plus grosses ovations de ma vie. Par contre, j'avoue que là, pour ce show-là, si c'est arrivé avant, je crois que je suis arrivé à l'heure pile du premier match, en fait. Donc si c'était arrivé avant, potentiellement, j'avais raté la petite présentation. Donc on revient sur la carte pour rappeler le beau monde qu'il y avait à Paris à ce moment-là. Bray Wyatt et Matt Hardy, champions par équipe de Raw, qui ont affronté Heath Slater et Rhino, une équipe qui nous faisait bien marrer quand même à l'époque. Et la B-Team, beaucoup de personnes nous ont dit, vous n'avez pas parlé de la B-Team la semaine dernière, car le Mistourage se sépare après le Superstar Shake-Up. Et du coup, on a la formation, la création de la B-Team, et cette équipe a marqué beaucoup de monde quand tu lis les commentaires et les remarques, etc. Les gens aimaient bien le délire de Bo Dallas et Curtis Axel ensemble. Oui, bah ils étaient amusants. Déjà, Curtis Axel, il a souvent fait des trucs assez marrants et sympas quand il faisait les Mega Powers nouvelle génération, c'était avec Sando. Tu sais, l'un était Macho Man, bah oui, mais Sando était Macho Man et Curtis Axel faisait Hulk Hogan. Enfin voilà, oui. Paradoxalement, quand une grande partie de sa carrière, il n'y avait pas beaucoup de charisme qui se dégageait de lui. Mais quand on lui laissait faire des conneries comme ça, notamment avec Bo Dallas, qui lui est quand même à fond dedans, je regrette de n'avoir jamais eu la chance d'interviewer Bo Dallas, parce que, comme vous le savez peut-être avec Philippe, on a commenté les premières années de NXT, jusqu'à ce que ça devienne cool en fait. Et on a connu Bo Dallas champion NXT. Et c'est vrai que voilà, Bolive et tout ça, c'était vraiment... C'était un sacré truc. C'était bien quoi. Il est passé à côté de quelque chose, le petit Bo Dallas, enfin la WWE on va dire, avec lui. Bo Dallas. Cruiserweight Championship, Cedric Alexander contre Mustafa Ali. Pour info, d'après les photos qu'on a vues oui, mais sur maintenant Internet, que je vois ce match, c'est bien ça. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est le match en fait où il y avait plein de fans français qui avaient imprimé des pancartes où il avait marqué We Want Petiot. Donc bien entendu, Clément Petiot, Tristan Archer qui avait participé au Cruiserweight Classic et qui justement avait affronté Cedric Alexander. Donc les fans avaient mis plein de petites pancartes. Cedric Alexander pose avec l'une de ces pancartes après le match. Et j'avais même déjà vu Alexander tweeter par rapport à ce match et répondre à des fans français. Bah, ce jour-là, je crois. C'était peut-être à ce moment-là. Nous, justement. après quelques semaines, moi, peut-être au SummerSlam d'ailleurs, on avait eu la chance de l'interviewer et justement, on avait posé la question, ce qu'il avait pensé, est-ce qu'il en garde un bon souvenir, et il avait évidemment parlé en bien de Tristan Archer, qui est effectivement un de nos meilleurs représentants actuellement dans le catch français. Et bon, pour l'instant, la WWE s'intéresse principalement à nos femmes. Est-ce qu'on avait quand même évoqué Mila je me souviens plus. Peut-être pas dans la cloche. Bah ouais, quand même, Mila, 22 Vlala Schmidt. Comme si j'ai un jour la chance de commenter, j'utiliserai cette expression. Parce que ma génération, c'était 22 Vlala les flics. Mais bon, hein, vous le savez, toi tu le sais mieux que moi, on les appelle également les Schmidt. Mais c'est aussi une vieille expression déjà. Donc si un jour j'ai la chance de pouvoir commenter un show où elle est, je dirais 22 Vlala Schmidt. Et voilà, Mila, signé je ne sais pas, mais qui apparaît à NXT UK et qui, je l'espère,
rejoindra officiellement rapidement Amal et Artemis. On continue avec un tag team match, Chad Gable et Zack Ryder contre Goldust et Mojo Rawley. On met les gens qui sont là et qu'on a pris dans l'avion. Ouais, à mon avis, le show d'avant, il y avait peut-être Chad Gable contre Mojo et Zack Ryder contre Goldust. C'est le genre de match effectivement qui se mélange facilement. On sait pas trop quoi faire avec. Finn Balor qui bat Baron Corbin. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a un petit entracte. J'ai fait la connerie d'aller faire une post-collab parce que je ne fais plus. Je fume quasiment plus d'ailleurs. Mais j'annonce. Mais oui, non, j'ai fait la post-collab, ça a pris trop de temps parce que tout le monde sortait du coup forcément à ce moment-là. Et quand je suis revenu, on a raté un Elias. Elias est venu chanter. Je me souviens pas de ça. À l'entracte. Et là, quand je reviens, un de mes potes, justement, qui lui ne fume pas, il avait bien raison, il fait Mec, il y a un mec avec une guitare, il est venu, il a chanté, mais c'était trop bien, le public, il arrêtait pas de l'insulter, et tout, genre, c'était. Parce que c'était mon préféré à ce moment-là, Elias. Genre, à WrestleMania, il m'avait tellement impressionné, je voulais le voir ce soir-là, j'étais dégoûté de l'avoir raté. Voilà, ne faites pas de post-club. Ouais, exactement, vraiment, ne faites pas. De toute façon, dans rester, les salles aux kiffer States, ils vous prennent le briquet. Ouais, y a pas. Donc, si, il y a des salles aux États-Unis où tu peux sortir fumer, mais ils vous prennent le briquet avant. Alors, bonsoir, quoi. À la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs, je crois que tu peux sortir fumer. Ah bah, je n'étais pas au courant. Donc, Nia Jax, à ce moment-là, également championne, qui défend son titre face à Alexa Bliss, Bayley et Sasha Banks. Nia Jax qui conserve le titre. Seth Rollins qui conserve le titre intercontinental face à Jinder Mahal. Et ensuite, une autre des méga pop qu'on a eu ce soir-là. Ah, mais oui, j'avais oublié, mais c'était la folie furieuse qu'elle soit là, qu'elle participe à cette tournée. Mais Ember Moon. Bah aussi, Ember Moon. Mais Ronda Rousey était à Bercy, mais c'est vrai. Ah ouais. Et ça avait été effectivement une pop de ouf. Ça, vraiment, c'est là où tu vois quand même que il y a les superstars et il y a les méga superstars, parce que je suis pas certain que tout l'univers de la WWE francophone connaissait forcément Ronda Rousey en UFC ou ait vu forcément ses apparitions au cinéma. Mais la WWE, et c'est là aussi sa force, c'est qu'elle a réussi à la placer comme quelque chose d'exceptionnel. Comme quoi, quand tu veux dire qu'une personne est exceptionnelle, bon après, elle est capable d'assumer ce statut. C'est ça aussi. Parfois, moi je le vois maintenant toutes les semaines à la ECW de 2006-7 avec Bobby Lashley. La WWE, Bobby Lashley, et puis les gens s'en foutent. Alors que le mec, il a le physique, il a le moveset, il est agile et tout, et puis ça prend pas. Mais là, Ronda Rousey, elle avait tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que c'est un des moments mythiques de ces dernières années en France, lors des venues WWE en France. Parce qu'en plus, Ronda Rousey, c'était pas, on va dire, une catcheuse à temps partiel, mais elle faisait pas les house shows ou les live events aux États-Unis, par exemple, à ce moment-là. Oui. Donc c'était quasiment assuré dans la tête des fans qu'elle viendrait pas à une tournée européenne. Et donc quand elle a été annoncée, franchement, c'était énorme. Par contre, bien entendu, on la met dans un match 3 contre 3. À cette période, il faut savoir que Ronda Rousey n'a toujours pas eu de match 1 contre 1. Elle enchaîne donc toute la tournée européenne dans des matchs tag, etc. Il garde son premier 1 contre 1, justement, pour un pay-per-view. Mais ouais, franchement, c'était une très bonne surprise. Donc Ember Moon, Natalya et Ronda Rousey qui battent Mickie James et le Riot Squad. Liv Morgan et Ruby Riott. Et on enchaîne avec un très gros main event quand même. Très belle carte. 3 contre 3 également. Bobby Lashley, Braun Strowman et Roman Reigns contre Kevin Owens, Sami Zayn et Samoa Joe. Et j'ai quelques petits souvenirs comme ça que lors des entrées, on avait les catcheurs qui jouaient un petit peu entre eux. Je crois que c'était Kevin Owens qui fuyait en fait, qui prenait la fuite quand Braun Strowman arrivait derrière lui. À un moment, il a même pris peut-être une caméra dans la foule, etc. Mais ils s'amusaient entre eux dans le ring. Et franchement, c'était un kiff de voir ça. Roman Reigns adulé comme jamais. Là, en 2018, même si, voilà, aux États-Unis, il était peut-être pas forcément méga kiffé, quand il est venu à Paris, franchement, c'était la folie furieuse. Ah ouais. Par contre, moi, ça m'étonne que Bobby Lashley était déjà revenu, tu vois. Mais je me demande, justement, maintenant que je vois ça, je pense qu'il y a eu effectivement un truc VIP avec Bobby Lashley qui était là, parce que je crois que l'équipe avait envoyé Florian Gazan. Donc ça a été la première rencontre guerre des mondes. Philippe Chéreau, Florian Gazan, mes deux amants. Ciel, mon mari. Bonjour Florian, ça va? Non mais Philippe, non, je parlais à ce monsieur. Non, le pire en plus, c'est qu'ils ont un meilleur ami en commun, Pat Angeli, célèbre animateur de RFM Night Fever,
animateur radio très connu. Bon, je pense que c'est pas forcément ta génération, mais il est très connu, très respecté. Il passait à Strasbourg avant tout le bordel. Il animait des soirées au rétro, la boîte des plus de 25 ans. Wesh. Ça s'appelle plus le rétro d'ailleurs maintenant. Mais bon voilà, animateur très célèbre et qui est un ami d'enfance de Philippe et qui est un ami de boulot et qui est devenu l'un des amis les plus proches de Florian en fait. Et Philippe et Florian ne s'étaient jamais vus, mais ils ont tous les deux comme amis très chers Patangeli quoi. Et donc je crois que c'était la première rencontre entre les deux ce soir-là. C'est embrouillé. Bah, il y a eu bagarre, ils se tomba. D'autant plus que tous les deux étaient venus accompagnés de leurs enfants, donc c'était comme dans Malcolm, avec les clowns. Il y a eu baston général. Non, bah non, évidemment. C'est Florian étant. Parce que Philippe est un connard. Mais Florian étant un mec très gentil et respectueux, entre guillemets, de la hiérarchie catchesque, il sait parfaitement que voilà, Philippe est bien au-dessus de lui. Non, je rigole bien sûr, non, mais tout s'est très bien passé. Mais Mais de l'ancienneté aussi, c'est vrai. voilà, c'est ça que je voulais dire de manière un peu rigolote, mais c'était un peu... Enfin, moi, c'était un peu gênant pour moi, sans être gênant non plus, mais... Donc oui, il y avait eu ce truc VIP avec Bobby Lashley en interview, et je ne sais plus qui d'autre. Mais voilà, il y avait notamment Bobby Lashley. Parce que Lashley, on l'a pas précisé dans l'épisode de la semaine dernière, mais il fait ses débuts le lendemain de WrestleMania 34 pour info. On l'avait pas précisé également parce que on n'en était pas sûr, mais les AOP également font leur début dans le roster principal. Il avait dit, on n'était pas sûr, du coup j'ai vérifié, on le précise. J'étais pas dans la salle, j'étais rentré chez moi parce qu'il fait trop froid, lui il est resté dans la salle, moi je le dis, lui me dit non, je crois pas, je vois pas du tout les AOP. Non, c'est vrai que je me souvenais de Lashley, mais AOP m'avait pas forcément marqué. Donc ouais, non, ce petit show à Paris... bonne. Bah je crois que, enfin dites-nous dans les commentaires, mais je pense que ceux qui y étaient en gardent un souvenir impérissable quoi, parce que le public était vraiment très chaud. Le fait que Ronda Rousey, quand même présence exceptionnelle, soit là, avait continué de chauffer le public. On aime bien aussi les matchs de cruiserweight, donc ce match-là, en plus avec tout ce groupe qui soutenait Clément Petiot, notre ami Tristan Archer. Enfin, il y avait plein de petits trucs sympas qui ont fait que le show est mémorable. On continue donc avec une autre interview, cette fois-ci, c'est la télé ? Non, c'est l'internet. C'est l'internet, c'est Buzz TV, Le Figaro. Le Figaro peut-être et TV Mag, je crois. Damien Canivez. Qui était dans nombreuses émissions de C8. Il a fait Touche pas à mon poste, il a fait l'émission avec comment elle s'appelle cette présentatrice non, ça te dit rien? Bon. Il a fait Touche pas à mon poste et d'autres émissions sur C8. Il a un personnage aussi, hein. Il joue toujours un petit peu le gars bien sous tout rapport, tout bien habillé. C'est vrai qu'en plus, j'ai découvert ce jour-là qu'il est super jeune, mais il est marié, il a une vie très... tu vois, il a même pas... Je sais même pas s'il avait... il avait pas 30 ans, quoi. Tu vois, il a moins de 30 ans, il est marié. jeune, je crois, ouais. Mais il fait un petit peu Stéphane Bern du 21e siècle, quoi. Sans l'accent et tout ça, mais après, c'est un peu aussi son personnage. Et il aime bien le catch, il regardait, je sais pas s'il regarde encore aujourd'hui, mais je sais qu'il a été malade malheureusement et assez durement l'année dernière. Je lui avais envoyé un petit message, mais j'en profite encore aujourd'hui pour réitérer tout mon soutien. Je pense que là ça va un peu mieux, mais bon voilà. Il regardait le catch, il aimait bien ça. Je crois qu'il était venu regarder à Bercy justement, peut-être cette année-là d'ailleurs. Et donc, il nous avait invité avec Philippe dans cette émission. Ça, c'est une matinale sur Internet. Le sponsorisé, entre guillemets, par Le Figaro et TV Mag. Ok, d'accord. Donc, il y a lui et un journaliste du Figaro. Je pense que justement, Damien représentait TV Mag, qui est le magazine télé que nous, on a dans les dernières nouvelles d'Alsace. D'ailleurs, pour lesquelles j'ai aussi pu faire une interview, la première de ma vie. J'avais déjà eu la chance de faire une interview pour l'Alsace, qui est un autre journal régional alsacien, hein, comme son nom l'indique, évidemment. Mais nous, en tout cas du côté de Strasbourg, on est plus dernière nouvelle d'Alsace. L'Alsace peut-être plus développée, dans ma vision en tout cas, plus du côté de Mulhouse, le Haut-Rhin, tout ça. Donc j'avais fait l'Alsace, j'étais très très fier déjà, mais là, de faire les DNA... c'était quelque chose de ouf. Et si je parle des DNA, c'est parce que tous les vendredis, vous pouvez avoir TV Mag dans les DNA et dans beaucoup d'autres journaux, comme Le Figaro notamment aussi, je crois. Donc, en fait, je me rends compte, là, c'était une période assez faste, finalement. Je sens que la WWE là,
est en train de, surtout de moi en l'occurrence, Ouais. parce que bon, je fais Vandel, interview pour les DNA. Non, là, à ce moment-là, je me dis, ma vie va peut-être prendre un nouveau. Non, mais vous rigolez. Mais quand j'ai été recruté par l'équipe quelques mois auparavant, Vincent Godel, monsieur l'arbitre de catch-off, mais qui était également le dirigeant enfin, il avait un poste important dans le groupe AB au moment où j'ai été recruté. C'est lui qui m'a dit venez, viens faire un essai, tout ça, et qui m'a soutenu depuis le début. Quitter le groupe AB. Il partait, il quittait l'entreprise, donc. Et le jour où il partait, je suis quand même allé le voir pour le remercier. C'était grâce à lui et tout que j'ai. Et il m'avait dit ouais, là tu débarques sur l'équipe avec ton caractère. En plus, Florian Gazan, il fait les grosses têtes. Franchement, moi je te vois bien faire les grosses têtes aussi et tout. Alors je peux vous dire qu'à l'époque, mon ego, mes espérances. Puis bon, regardez où j'en suis, quoi. Je veux dire, effectivement. Là, ici. Voilà. La réussite. Là, voilà. Success story. Les pop, Ali de Catch Club, le mec, il a 100 000 abonnés. Nous, on en perd 17 par mois dans l'univers d'Ajus. Sympa pour le 18e qui reste. Mais donc, à ce moment-là, je crois que j'étais quand même assez un peu enthousiaste. Je me disais, peut-être que, peut-être pouvoir... mais non, faut pas rêver. Mais c'était quand même sympa, c'était une bonne période. Et cette interview, c'est pareil qu'avec Philippe Vandel. Damien et son camarade journaliste avaient vraiment bossé. C'était sympa et en plus, il y avait un côté... il présente une émission autour de la télévision, des médias. Donc, on nous a posé des questions voilà, sur la télévision, les médias. Là, en l'occurrence, je crois, il allait avoir un petit événement footballistique, je crois, durant l'été. Donc, ce que vous allez regarder, et ce genre de choses, quel genre de programme vous regardez à la télé. Enfin, c'est sympa de se voir poser des questions qu'on ne nous pose pas habituellement. En général, le catch est truqué, non. C'est scénarisé, c'est tout. Bah oui, j'ai un prévu d'autres. Donc, merci, monsieur Ajus, de rien. Là, au moins, il y avait... On s'intéressait un petit peu, enfin vite fait, quoi. Je veux dire, ils s'en foutaient en même temps, mais ça fait partie de l'émission. Donc c'était cool de participer à cette émission et je remercie encore Damien chaleureusement de nous y avoir invités. Donc 2018, ça bouge énormément de votre côté au niveau des commentateurs et de la WWE en France. Ça tombe bien, parce qu'il se passe rien du côté de la WWE pendant 3 mois, mesdames et messieurs. Ah ouais. J'exagère un petit peu, mais donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur les 3 prochains pay-per-view assez rapidement en quelques minutes, comme ça pour le prochain épisode, on pourra à nouveau voyager et se concentrer sur SummerSlam 2018. SummerSlam 2018, tout de suite spoiler, The Beast contre Roman Reigns. Donc un match qu'on espère en plus revoir, bien entendu, bientôt. Je vais citer juste Bon c'est-à-dire bientôt cette année, tu crois? Ah, je sais pas si cette année... En fait le problème c'est que on attend plein de retours à la WWE, et au final... On veut que tous ces retours affrontent Roman Reigns. C'est un petit peu dommage, j'ai l'impression, pour Bobby Lashley. C'est sûr que Bobby... Mais dès qu'il y a un gros nom, on l'envisage plus contre Reigns. Franchement, non. Pour le coup, tu vois, Lashley Lesnar me hyperait plus que Reigns Lesnar, tu vois. À voir. Si c'est bien Lesnar, fait... On l'a vu 1000 fois. Si on a un Lashley vraiment vénère, vraiment violent... Après, la logique aussi, il y a Paul Heyman, donc il y a un côté, tu m'as pris mon mec, quoi, en quelque sorte. Mais c'est... Enfin, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu justement ce côté un petit peu Paul Bearer trahissant l'Undertaker pour aller du côté de Mankind. Avec Paul Heyman, ça aurait été pas mal que Paul Heyman ait l'occasion de trahir Lesnar pour rejoindre... Mais j'aime bien le côté aussi, genre... Ah, tu m'as pas dit. Genre Brock Lesnar qui revient d'un coup comme ça, je sais pas, il attaque des gens, et là il se retrouve face à Reigns et Heyman en mode... Ah, t'es avec lui maintenant, genre, ces petites gênes dans le ring, Heyman qui saurait pas trop où se mettre. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ouais, non. Un match, moi j'espère qu'on va revoir quand même un petit Lesnar contre Reigns. Là, je voulais parler de Lashley justement à ce moment-là parce qu'il fait son retour. Et donc justement, je vous parle d'un Lashley violent, un Lashley vénère qu'on voit un peu actuellement en tant que champion. Là, on voit quelque chose qu'on voulait voir. Là, à ce moment-là, on avait un Lashley. Mais il est gentil, il sourit, non? Qui est gentil, ça, qui sourit et qui au bout de 2-3 semaines nous fait une promo où, quand je l'ai lu ce matin, mais j'ai eu les flashbacks dans ma tête. C'est Lashley qui fait un segment en coulisses où il commence à nous parler de ses sœurs.
Bah, moi, c'est plus Sami Zayn derrière qui est horrible. Aussi, Et mais enfin, je veux dire, c'était la dernière chose que j'avais envie de voir moi à ce moment-là, de la part du monstre Bobby Lashley. bah, surtout qu'il revient visiblement, moi j'ai pas vu, mais je sais qu'il a fait, enfin, c'était très propre ce qu'il faisait à Impact, c'est Mhm, ça, carrément. et du MMA. Donc, je veux dire, il y avait tout, il y avait toutes les cartes en main pour effectivement en faire le Lashley qu'on a aujourd'hui, mais avec 3 ans de moins. C'est ça, oui, ils ont attendu 3 ans avant de le lancer, alors que là, il y a cette promo. Et vous savez de quoi je parle si vous suiviez la WWE en 2018. Il y a une promo en coulisses où Bobby Lashley fait une interview où il parle de son attachement pour ses sœurs et le fait qu'il a grandi avec que des femmes, etc. Ça avance pas l'histoire, ça nous donne pas envie de l'aimer, ça le rend pas plus, comment dire, imposant forcément, vu que là on joue sur le côté attachant, etc. Mais non, c'est quelque chose qui honnêtement, ça n'a pas servi à grand chose. Mais j'ai l'impression qu'il tentait différentes choses avec Lashley. C'est comme le Lashley Lana. Au final, ça n'a pas servi à grand chose. Il tentait quelque chose avec Bah, Lashley. c'est-à-dire qu'ils ont, à mon avis, ils étaient ravis des chiffres que ça Ah, ça faisait c'est clair. sur les internets, YouTube, ça faisait effectivement des millions de vues. Après, est-ce que ça a servi à quelque chose? Là, je suis d'accord avec toi, je suis pas sûr. Parce que sur le court terme, oui, ça fait un peu de buzz, les gens vont regarder, mais Et est-ce que c'était le bon buzz? oui, mais bon, ça, bon. Mais enfin, je pense que dans leur état d'esprit, ils se disaient si genre 3 millions de personnes vont regarder ce segment YouTube, ils seront peut-être là la semaine prochaine pour regarder le mariage, pour regarder la suite, si, ça. Et en l'occurrence, non. On s'est rendu Je compte que pense pas, ouais, c'est c'est ça. vraiment enfin, c'est bien deux médias différents, quoi. YouTube, la télé, tu peux pas forcément mélanger. On va citer un départ aussi à ce moment-là. Lors de ces pay-per-view, on a Big Cass qui effectue son retour de blessure. On avait parlé de sa blessure à la jambe lors d'un match face à Enzo il y a quelques épisodes. Enzo, Enzo. Enzo. Là, il effectue son retour un moment pour aider Nakamura à attaquer Daniel Bryan et AJ Styles. Nakamura, on le rappelle, qui est lui justement en rivalité avec AJ Styles. Donc ça nous lance une petite rivalité Big Cass contre Oui, Daniel Bryan. ça aussi, Daniel Bryan, il est revenu à WrestleMania. Ouais. Et une rivalité, c'est Big Cass. Enfin, je comprends. En plus, Big Cass, il était. Il me paraissait stiff, quoi. Il mettait des coups dans la tête. Tu vois, je m'en souviens. Et pourtant, je me souviens pas toujours de tout, mais ça, je m'en souviens. Les matchs contre Big Cass me faisaient peur pour Brian. Il lui mettait des coups dans la tête, il lui mettait des. C'était pas Jojo, quoi. C'était un Big Cass qui honnêtement était pas au top de sa forme à cette période. Donc justement, juste pour préciser ce qui va se passer, on va avoir le droit à un ou deux matchs en pay-per-view entre Big Cass et Daniel Bryan. Son dernier match aura lieu lors de Money in the Bank. Et ensuite, derrière, Big Cass va se faire virer. Et donc, L'incident avec le catcheur de petite taille. voilà. Les incidents qui sont listés, c'est que d'abord, apparemment, il y avait un mauvais comportement en coulisses. Il y a des rumeurs également d'histoires comme quoi il avait été intoxiqué, il était bourré, quoi, en gros, lors d'une tournée, apparemment, européenne. C'est Et pas comme si c'était jamais arrivé. ouais. Hein, je veux dire, bon, après, il y a le fameux avion vol-retour vers les States où tout est parti en vrille. Mais voilà, il y avait cette histoire où apparemment il était bourré en tournée, il avait fait des trucs pas très nets, dont apparemment des moments où il s'embrouillait avec Carmella devant tout le monde, parce qu'à cette époque il y avait une période où il sortait avec Carmella. Là, entre-temps, je crois qu'ils avaient rompu. Et donc il y a tu te souviens de la scène, toi Ah bah oui, oui, parce que c'est passé à SmackDown. Bah oui, bien Et sûr, toi on tu l'as l'avait commenté. Donc, bien sûr, oui, oui, oui. Ben, il se fout de la gueule de Daniel Bryan mhm. en disant bah, on va accueillir Daniel Bryan. C'est quelque chose qui est légendaire dans l'histoire de la WWE. Au lendemain du Screwjob de Montréal ou la semaine d'après, Shawn Michaels dit on va avoir Bret Hart. Et si vous avez déjà vu Bret Hart Wrestling with Shadows, Bret Hart il est dans son salon, il se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin qu'est-ce qu'il prépare, parce que Bret Hart ne sait pas non plus, et il regarde l'émission en direct. Et finalement c'est un gars de petite taille, je pense même pas qu'il était catcheur, qui est qui font venir sur le ring pour lui porter le sharpshooter et refaire la scène. Et le gars est déguisé en Bret Hart avec des faux. Enfin voilà, c'est assez ridicule. Et là, c'est plus ou moins pas un remake, mais ça s'en inspire, je pense. Enfin, ils ont dû repenser à ça. Et donc, Big Cass fait venir un gars de petit taille. Et ben voilà, c'est ça votre Daniel Bryan. Exactement. Et il le tabasse. Et il le tabasse, en gros, il lui met un gros big boot, il s'acharne sur lui dans le ring. Et c'était pas dans le script, c'était pas dans le scénario, et apparemment ça a grandement énervé Vince McMahon. Bah, en plus, ça paraissait pas safe, c'est pareil. Moi, je suis d'une période où, dans les années 90, tu te souviens, il y avait les superstars contre les jobbers, quoi. Ces catcheurs
qui évoluait dans le catch indépendant américain, qui avait un nom localement, mais qui n'avait jamais l'espoir d'obtenir un contrat, ou très rarement, avec la WWE ou la WCW. Et donc ils venaient pour se faire démolir à la télé, mais après le week-end, ils catchaient dans leur fédération locale, et ils étaient parfois les stars de leur fédération locale. Mais on a connu des Yokozuna qui portaient des banzai drops terrifiants. Moi, là, je me refais sur le network les Wrestling Challenge. Alors, il n'y en a malheureusement pas beaucoup, mais c'est 87 et 88. Et j'ai revu Nick Foley, donc, qui est Mick Foley, se faire maraver par Kamala. Parce qu'il y a la fois où il se fait maraver par les British Bulldogs également, où il lui pète la mâchoire. Enfin voilà, les mecs étaient maltraités de chez maltraités. Donc j'ai connu ça, je sais que ça fait partie aussi un peu du catch d'abuser de son statut de superstar pour tabasser quelqu'un qui n'en est pas une de superstar et se faire passer pour se faire mousser, comme on dit dans le catch, c'est-à-dire se faire passer pour un dur à cuire. Mais là, en plus, voilà, c'était moche, vraiment. Ça, ça n'ajoutait rien de particulier au segment, on va dire. Et puis voilà, oui, enfin on est dans le catch quand même, tu vas pas attaquer quelqu'un s'il n'est pas au courant. Même si peut-être que la personne de petite taille était sûrement un catcheur. Oui, et peut-être que Big Cass lui a dit je vais te faire ça et Ah tout. oui, Mais peut-être, mais... si on te dit non, non bah, tu fais pas. Enfin, après, c'est comme une série télé. On te dit vous allez faire une scène d'engueulade avec cette personne et à la fin du dialogue, c'est lui qui a le dernier mot. T'as pas le droit de rajouter derrière, bah, je t'emmerde. Non. Donc au final, pour info, Big Cass se fait licencier à cette période. Et on le cite parce que justement on en avait parlé récemment du fait qu'il est de retour maintenant sous son vrai nom à Impact Wrestling. Et honnêtement, il est dans la meilleure shape de sa vie. Et il est bon, il est impressionnant. Genre, très belle, on va dire, comment... Il s'est bien relancé dans sa carrière, mais donc du coup il a fait pas mal d'interviews où il a expliqué qu'en fait son départ de la WWE a été précipité par différents facteurs qui ont mené à son mauvais comportement, et donc il citait la dépression, des problèmes d'anxiété et une addiction à l'alcool. Il a été très honnête en disant qu'il était accro à l'alcool à ce moment-là. Il a vraiment galéré à décrocher de cette addiction à l'alcool, mais il a réussi. Il a réussi, donc voilà, félicitations à Big Cass. On cite les 3 pay-per-view qui s'enchaînent. On a donc Backlash, Money in the Bank et Extreme Rules. Honnêtement, par rapport à Backlash, pas grand chose à dire. On a un main event entre Roman Reigns et Samoa Joe, parce que Roman Reigns venait de perdre donc en Arabie Saoudite face à Lesnar dans ce match où normalement il avait pas perdu. Ouais. Et derrière, Lesnar, comme d'hab, il est pas présent pendant quelques mois. Il est Et pas... on a cette feud, je me souviens, Samoa Joe qui dit voilà, moi je suis pas de la bonne famille. Oui. C'est ça, je suis samoan, mais je je suis fais pas de la bonne partie. famille. Ouais, moi j'ai galéré toute ma vie. Toi t'es là parce que ton père était là avant. T'as toute la mif qui est là. Moi je suis tout seul. Donc Backlash, pas grand chose à dire. Money in the Bank. On passe à Money in the Bank. À Money in the Bank, on a le droit à l'un des plus beaux retours de l'histoire de la WWE lors du match féminin. Carmella... Oh non, oh là là, il me fatigue. Carmella qui défend son titre face à Asuka. Et là d'un coup, vous avez une deuxième Asuka qui arrive près du ring avec la robe, avec le masque, elle commence à danser, mais quel acting! Ce que c'est impressionnant, c'est impressionnant! Et là, cette personne d'un coup enlève son masque. Et c'est James Ellsworth, mesdames et messieurs, qui est de retour. Ah, quel plaisir, quel plaisir. Plaisir, non? T'as popé au commentaire. Bah, bien sûr. Ouais. Oui, au commentaire, j'ai dû popper. Dans mon cœur et dans mon cerveau, j'ai dû tilter. Mais ouais, bon, bah super, James Ellsworth, franchement. Mais il n'est pas resté. Il est resté que 2 mois cette fois-ci. C'était un petit pass. Ah, il est resté 2 petits mois, oui, en fait. C'était. Là, il avait pas été signé. Il était en pigiste, comme on dit en France. Il avait pas de contrat, il bossait à la pige. Donc au final, il relance à ce moment-là son association avec Carmella et il permet à Carmella de remporter son match et donc conserver le titre féminin de SmackDown. On va citer le Money in the Bank féminin. Nous avons Becky Lynch, Charlotte Flair, Ember Moon, Lana, Naomi, Natalia, Sasha Banks et Alexa Bliss. À la fin du match, on se retrouve avec Becky Lynch et Alexa Bliss sur l'échelle. C'est toujours pas encore de même. Non, mais là, elle commence vraiment à... Là, les gens le veulent, sa victoire. Oui. Et à SmackDown, moi, ça me rappelait la montée en puissance à SmackDown, époque Catch Attack de Matt Hardy, qui, semaine après semaine, sortait des matchs. Bon, il y a notamment cette légendaire feud contre MVP, mais pas que. Il sortait des matchs
divertissant et le public prenait de plus en plus à l'époque. Et Becky Lynch, c'est exactement ça. C'est que les matchs n'étaient pas les matchs les plus dingues, c'est pas du 5 étoiles à chaque fois, mais tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose, le public. Et puis Becky trouve aussi son rythme, elle trouve beaucoup plus naturel que ce qu'elle fera après quand ce sera Becky Two Bells, où tout d'un coup elle aura effectivement ce côté je monte le menton et tout ça, un peu le Stone Cold Steve Austin au féminin. Là, je sais pas, mais et c'est plaisant à voir et à vivre. Moi, je prenais énormément de plaisir à commenter les matchs de Becky Lynch à SmackDown. Je trouve que c'est une belle période de SmackDown là, quand on avait Daniel Bryan, Shane McMahon, la Terre des opportunités. Bon, là, Daniel Bryan est revenu maintenant dans le catch, il n'est plus dans la direction, mais c'est vraiment un peu la Terre des opportunités. Ça n'a pas forcément toujours marché comme il faut, mais Becky Lynch, par exemple, en profitera pour exploser. Quoi. Le public n'attendait que ça, honnêtement, qu'elle prenne la mallette, mais au dernier moment, Alexa Bliss soulève l'échelle, elle fait tomber Becky Lynch, et donc Alexa Bliss décroche la mallette. Un peu plus tard, lors de ce show, on a le droit au premier match solo, justement, de Ronda Rousey, pour le titre féminin de Raw contre Nia Jax. C'était Nia Jax qui était allée d'elle-même défier, justement, Ronda Rousey, en lui disant, voilà, maintenant il est l'heure de montrer ce que tu vaux, face à une vraie catcheuse. Donc on a un match... Et je me souviens que Nia Jax faisait des démonstrations avec des Exactement. jobbers, des jobbeuses. Pour montrer comment est-ce qu'elle allait contrer le voilà. armbar. Ouais, parce que ça, en MMA, tu peux pas, mais moi, si je veux, je peux faire ci, je peux tirer les cheveux, des trucs comme ça. Donc apparemment, Nia Jax était prête pour ce match, mais justement, ça va être encore une fois l'histoire du match. Ronda Rousey qui va tenter le armbar. À la fin du match, elle sera à 2 doigts de gagner. Et là, d'un coup, Alexa Bliss débarque avec la mallette. Et elle attaque Ronda Rousey et Nia Jax. Elle s'acharne d'abord sur Ronda Rousey avec des coups de mallette. Elle se débarrasse d'elle, elle la jette sur la table des commentateurs. Puis derrière, elle revient s'acharner sur Nia Jax. Et puis elle encaisse. Et le soir même, pour remporter le titre féminin de Raw. Et c'était super bien joué parce qu'en plus, il y avait le passé justement entre Alexa Bliss et Nia Jax et tout. Et puis les encaissements le soir même, ça fonctionne bien. Moi, je pense, je ne sais pas du tout, mais je pense que cette année, il pourrait y en avoir. Parce que Money in the Bank, retour du public... Faut de la surprise, faut de la pop. Je me dis que c'est pas impossible. J'espère que c'est pas Lesnar qui vient choper la mallette. Bon, après, ne vous attendez pas à rentrer chez ta mère sur le network. Ah oui, il est possible que je change de verbiage. Mais bon. C'était une belle petite surprise. Le fait d'encaisser le soir même, on peut citer le main event, donc c'est le Money in the Bank ladder match masculin. Ah, par contre, je vois quand même Roman Reigns, Jinder Mahal en match solo. Ouais. Oui, Jinder placé là. Et qu'est-ce que. Et Reigns à ce moment-là va enchaîner quelques matchs comme ça avec des mecs qui sont plutôt mid-card. Et il va même perdre de manière clean, assez étonnamment. On en parlera justement lors du prochain pay-per-view. Okay. Là, Jinder Reigns, rien de très particulier non, mais à dire. C'est Reigns qui gagne, mais c'est vrai que c'est surprenant. Lors du main event, on a Bobby Roode, Finn Balor, Kevin Owens, Kofi Kingston, Rusev, Samoa Joe, The Miz et Strowman. Le match se termine avec Strowman qui a 2 personnes, je crois, Finn Balor sur l'échelle devant lui et quelqu'un sur le dos également, je crois que c'est Kofi Kingston. Il se débarrasse des 2 catcheurs au final pour décrocher la mallette Money in the Bank. L'une des mallettes les plus inutiles Exactement. De l'histoire. C'est ce que j'évoquais, je crois, il y a quelques épisodes de cela. Mallette qui perd un peu de sa saveur avec ce genre de victoire, comme Otis par exemple. On se dit, alors s'il y avait eu du public, je pense que ça se serait passé différemment, mais c'est vrai que la mallette, chez les femmes, on sent encore que c'est quelque chose, mais chez les hommes, il y a déjà moins d'excitation, je trouve, autour de cette mallette qu'il devrait y en avoir. Quelques petites notes donc par rapport au 3e pay-per-view qu'on couvre, Extreme Rules. B-Team, nouveau tag champion à ce moment-là de Raw, parce que je sais que ça vous fait plaisir, donc je le cite. Un nouveau Shark Cage match. Là, c'était vraiment, comme tu l'as dit, c'était le moment de les vendre. Hein. On sent que c'était le moment de les vendre, parce que quelques mois plus tard, on a un nouveau Shark Cage, donc cette fois-ci, c'est Carmella qui défend le titre, laissez-moi vérifier, face à Asuka. Et donc ce qui se passe, c'est que James Ellsworth est dans la cage, il essaye de sortir et en fait il se bloque la jambe. Donc il se retrouve suspendu à la cage dans le ring. Et là, Asuka commence à le frapper. Ah oui, c'était drôle. Asuka commence à le frapper comme une piñata, exactement. Il n'y a rien qui tombe. Mais du coup, des officiels essayent d'intervenir pour le décrocher. Asuka, ça l'énerve encore plus, donc elle commence à frapper les officiels. En gros, ça mène à une grosse distraction. Carmella en profite tout simplement pendant ce temps, pendant qu'Asuka ne fait pas attention à elle, pour la pousser sur la cage. Et donc derrière, elle enchaîne.
elle remporte le match, elle conserve le titre. Kevin Owens qui remporte un steel cage match face à Braun Strowman, mais en fait, c'est parce que quand les deux catcheurs sont retrouvés en haut, Strowman l'a chokeslamé sur la table des Oui, je commentateurs, m'en souviens. mais du coup ses pieds ont touché le sol en premier, ce qui était la règle de base qu'on a rappelé justement dans le dernier épisode. La bêtise, d'ailleurs, on avait tous l'impression qu'ils allaient faire ça avec Shane McMahon à WrestleMania. Mhm. Enfin, sans d'ailleurs forcément se souvenir de ce match contre Owen, mais les gens pensaient que Shane allait gagner, mais de cette manière-là pour asseoir l'idée que Braun Strowman était bête. Et donc là, tu vois à nouveau Roman Reigns surprenant. Roman Je Reigns vois contre Lashley. et victoire clean de Lashley à ce moment-là. Donc comme quoi la WWE voulait quand même essayer de le pusher lors de ses premiers mois au départ, ça s'est perdu en cours de route. Et ça a été rattrapé ces derniers mois là en 2020-2021. Mais Grâce à MVP, je pense. ah Hein. oui. Je pense que Et qui l'apport était déjà à ses d'MVP... côtés à Impact justement lors de son grand run. Ah, je savais pas. Ouais, c'est ça qui est cool justement et qui est marrant. Donc ce qui se passe c'est qu'à la fin Roman Reigns est en train de dominer, il part ouah etc. Spear et d'un coup Lashley se réveille et contre son Spear avec un Spear. Le Spear. Ah, il le prend de vitesse, non? Il le prend de vitesse, on peut dire ça, oui, mais en tout cas, c'est bien fait parce qu'on dirait vraiment que Lashley est plus puissant sur le coup. On termine donc par rapport à Extreme Rules avec AJ Styles qui défend le titre WWE face à Rusev, et encore une fois, donc, main event, pas pour le titre suprême parce que Lesnar n'est pas là, c'est un main event Iron Man match de 30 minutes pour le titre intercontinental avec le champion Ziggler qui défend son titre face à Rollins. Et il y avait une particularité par rapport à ce match dont je me suis rappelé ce matin. Tu l'as commenté, donc forcément tu t'en rappelleras, je pense. Le décompte est à l'écran. Et du coup, au bout de quelques minutes, les fans se désintéressent totalement du match. Ah. Parce qu'en fait, ils font comme le Rumble. À chaque fois. Oui, à chaque minute qui se termine, ils font 10, 9, Ouais. 8. Ah oui, oui, je m'en souviens. C'est la première fois, faut savoir qu'il y a un décompte comme ça lors d'un Iron Man match, lors de l'écran en grand. Habituellement, ils le mettent pas en grand sur l'écran. Oui, ils le mettent à l'écran de télé pour que Voilà. vous puissiez suivre. Et encore, il y a eu des Ironman match où ils prenaient pas enfin, ils le mettaient genre, voilà, 20 minutes, un quart d'heure, mais ils te le laissaient pas afficher pendant. Bon, souvent, les Ironman match c'était d'1 heure. Donc, je crois d'ailleurs que c'est un des premiers, si ce n'est le premier Ironman match de 30 minutes à la WWE. Ah, peut-être. Parce que. Il y en a un fameux entre Rick Rude et Ricky Steamboat que je cite souvent parce que la fin est folle. Mais à la WWE, en général, c'était que des matchs d'1 heure. Mais vous allez certainement me dire que je me trompe. Ils avaient absolument pas prévu le coup. Ça, c'est les trucs marrants du live. C'est qu'ils ont pas prévu ce coup. Du coup, ils avaient jamais pensé. Non, et à un moment, ils enlèvent et il y a tellement de sifflets qu'ils sont obligés de remettre. Exactement. Donc pendant les premières minutes, à chaque fois qu'on arrive genre à 28 minutes 10, 28 minutes 9, etc. Et au début, en plus, nous, on comprend pas. On se dit, qu'est-ce qu'ils font? Après, ça nous a pas pris 15 minutes pour comprendre non plus, mais je pense que même les commentateurs américains, je crois, il y a un moment, ils se demandent en fait pourquoi ils font ça. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Bah ça a gâché le rythme du match. Parce qu'honnêtement, du coup, les fans ne s'occupent pas de Rollins et Ziggler qui sont Mais en c'est train Ziggler, de sortir un bon match on pourtant. adore notre ami Axel, Ouais. qui est un fan inconditionnel, devrais-je dire, de Dolph Ziggler. On adore. Enfin, il y a eu des. C'était une feud contre le Miz, où il joue sa place, et bon, ils nous sortent, je crois, 3 matchs. Les 2 premiers, c'est la folie, puis le troisième, bon, les gens, ça y est, mais là, on est en 2018. Alors, oui, il y a Drew McIntyre, oui, on se disait, tiens, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Big Daddy Cool Diesel, Shawn Michaels. Mais bon, bah, force est de constater que voilà, Dolph Ziggler, aujourd'hui, il est dans les Dirty Dogs, et on le voit une semaine sur 12. Ouais. Et Donc, Drew McIntyre, bon, a pris son envol à la Big Daddy Cool Diesel, mais. La magie du live, encore une fois, parce que la WWE s'y attendait pas, les fans boycottent un petit peu ce match au final, comme tu l'as dit, le meilleur moment c'est vraiment quand ils enlèvent. Ah ouais, les fans qui sont dégoûtés, et quand ils le remettent, yeah, etc. Les gens ne s'occupent pas du match. Seth Rollins fera plusieurs interviews après pour dire que franchement, par contre, vous payez votre place, vous venez à un show de catch, respectez le main event, vous êtes venu pour ça en priorité. Là où d'autres catcheurs ont essayé de rattraper la chose, d'autres catcheurs de la WWE, hein, en disant au final, tu payes ta place, t'as le droit de faire ce que tu veux. Moi, je suis plutôt de ce côté-là, c'est que. Bon, malgré tout, c'est très dur pour ces gars-là, mais bon, Rollins, à cette période-là, et pendant quelques mois, il va quand même enchaîner les petites bourdes de communication, que ce soit sur Twitter ou dans des interviews, en se plaçant souvent en mode victime, en tout cas au vu de ses haters.
Parce que finalement, j'ai l'impression que le vent tourne au moment où on découvre qu'il est en couple avec Becky et qu'il va avoir un enfant et la vie est de nouveau belle. Mais pendant quelques mois, quand même, Rollins, c'est un petit peu le heel du monde du catch. Bah, notamment Il se quand prend la tête avec Will Ospreay. Ospreay, c'est ça. Ouais, et là, bah, ses réponses un petit peu en mode mon Bah, compte en banque. à l'américaine. Ça n'avait pas plu aux fans. C'est impossible de faire ça en France. Mais c'est vrai, oui, quand tu te fais critiquer par quelqu'un, les Américains, ils regardent le compte du gars, ils le citent et ils disent ouais, bah, mec, t'as 3 followers, t'es qui ouais, mec, moi, mon compte en banque, enfin, mon coffre, mon coffre à la banque est plus grand que ta maison. Enfin, bon, bref. Ils ont le genre, le côté à l'américaine, la thune, quoi. Après, voilà, chacun défend sa fédération et sa place. Moi quand ils s'embrouillent comme ça entre eux, ça me gêne pas trop parce que je comprends le délire. Je veux dire, c'est normal que. Dans ta tête, déjà, c'est normal quand t'es un mec comme Ospreay ou Rollins que tu penses que t'es le meilleur au monde. Peut-être que tu l'es pas, mais il faut partir de ce principe si tu veux être le numéro 1. On en avait déjà parlé. Si tu veux être une grande star, dans ta tête, faut te dire que t'es le numéro 1. Sûr. Et de deux, voilà. Et ça a toujours été le cas. Avant, il n'y avait juste pas les réseaux sociaux. Mais Ouais. vous pensez bien que Hulk Hogan et Ric Flair, ils ont toujours eu des rapports très cordiaux, mais ils étaient tous les deux persuadés d'être le meilleur. Après, Hulk Hogan avait l'argument il rapportait plus de thunes, mais Ric Flair avait l'argument il catchait mieux. Et, enfin, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux pour faire monter ça en épingle, avec en plus les clans. Évidemment qu'Hogan avait sa Hulkamania et Ric Flair avaient les fans des Four Horsemen, mais les mecs ne pouvaient pas se retrouver sur les réseaux sociaux avec des retweets et tout ça, quoi. Ça aurait été la guerre. Bah oui, ça aurait été, c'était une autre époque. On peut citer donc juste 4-4. En match de 30 minutes quand même, ils sont partis sur un 4-4. Du coup, le general manager vient demander en fait à ce qu'il y ait un sudden death. Le match reprend mort subite. À ce moment-là, Drew McIntyre réapparaît pour distraire Seth Rollins. Et donc ça permet à Ziggler d'enchaîner avec le 5e tombé pour la victoire. On pourra, dès le prochain épisode, passer à SummerSlam avec le retour de Lesnar. C'est marrant un petit peu, hein, mais on se rend compte au final que quand Lesnar est pas là pendant 2-3 mois, bah, y a aussi quand même moins de choses à raconter parce que le champion WWE est pas là. Bah, le champion universel Universel n'est pas là. Le champion WWE est là, mais il affronte Rusev. Et du coup, donc en plus, le champion WWE, il n'y a pas grand chose à dire et le Universal est pas là du tout. Mais ne vous inquiétez pas, dès SummerSlam 2018, c'est reparti. Tu seras sur place, tu te souviens de où c'était ? Bien sûr. Bah, Brooklyn ? Bah oui, Brooklyn, toujours, on repart à Brooklyn. Oui, on repart à Brooklyn. C'est, bah, si je ne me trompe pas, oui, c'est certainement c'est le dernier SummerSlam auquel on va se rendre. Le dernier SummerSlam qu'on va commenter avec Philippe. Le dernier SummerSlam. Voilà. Après, il n'y aura plus de SummerSlam. C'est fini SummerSlam. Non, mais voilà, on sera effectivement à Brooklyn. Voyage toujours, comme toujours, très sympathique. Et des très bons moments. Non, en plus, c'est vrai. Faudra que tu checkes tes notes. Bah oui, mais je crois que j'avais rien. Ah bon. Non, mais je checkerai. Je ramènerai pas parce que j'ai vu les critiques. Faut pas que Christophe lise parce que sinon Ali n'a rien à dire. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Christophe. Il aimerait compteur. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour SummerSlam. D'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Prenez quelque chose à manger et à boire et let's go to the vidéo, comme dirait Liv. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je dis moi. Je dis on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. Bisous.